deuxième édition du Mois de l'Impact. Cette année, le Lab, donc, qui est piloté par la talentueuse Sandra Mello. Cette année, on va traiter le sujet de médias et cinéma, les émotions d'une génération. Souvenez-vous que l'année dernière, on avait traité l'intelligence artificielle. Et cette année, donc, on va plus traiter de la narration et de l'émotion. Je vous présente simplement le programme de la journée. Ensuite, je passerai le micro à Sandra. Donc, on va commencer par une présentation flash. C'est une présentation du Lab qui présentera ses recherches et ses partenaires. Ensuite, à 10h45, il y a une conférence du cinéma émotif avec Marie-Laure Cazin qui est ici. Et après sa conférence, vous assisterez à une première projection un peu expérimentale. D'ailleurs, on recherchera 4 personnes qui veulent bien se prêter à une expérience unique, vous verrez. Donc, une projection sur le cinéma émotif. Donc, je laisserai Marie-Laure peut-être expliquer le concept. Ça, c'est la première projection. La deuxième projection, qui sera plus à destination du staff et des formateurs, aura lieu à 14h30, tandis que vous avez une réunion avec une conférence ici même, avec Benjamin Duhan, qui nous vient de l'AFNIC, donc Paris, pour une conférence sur l'identité numérique. Donc voilà, c'est important aussi, pour votre génération, c'est hyper important. Et à l'issue de cette conférence, on se retrouve ici à 15h45 pour une table ronde menée par Aurélie et Alan Dunville, voilà, autour des émotions du public. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Sandra pour amorcer la conférence et je vous souhaite une bonne conf. Merci pour l'introduction. Alors, on va commencer dans le vif du sujet avec une réflexion autour à la fois des processus de création, pourquoi les émotions, c'est aussi important en phase de point de départ de la création. Et on regardera aussi du côté de la perception de ce cinéma à l'international, de quelle façon les stratégies et les publics perçoivent le cinéma français. Donc on va regarder ces 2 angles de vue avec nos 2 premiers intervenants. Sur cette première session. Donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Xavier Alliot, qui est enseignant dans les écoles créatives, qui a également une pratique de réalisation cinématographique et un projet de thèse tout à fait intéressant et aussi qui questionne sur cette question de l'intime dans le processus de création. Et puis ensuite, nous aurons la présentation de Luca Kenissi qui nous présentera tout son travail de recherche pendant sa phase de mémoire en dernière année sur le programme Grandes Écoles et qui viendra montrer aussi d'un point de vue méthodologique comment on va fouiller un questionnement sur cette question de la perception des publics. Ce que je vous invite à faire, c'est d'être autant attentif au contenu. Évidemment, ce sont aussi des ressources pour vous pour aller plus loin dans vos propres recherches et dans vos propres désirs de création, mais aussi aux différentes méthodologies. Se dire, voilà, comment on vient aborder un sujet, comment on le documente, comment on le transforme, comment on se l'approprie comment on le présente aussi, comment on le valorise. Donc ça, ce sont des compétences pour vous importantes en 3e année. Vous êtes ici tous en 3e année, que ce soit en cinéma ou en animation 3D. Donc c'est le moment aussi pour vous d'utiliser ce temps de séminaire pour comprendre ces méthodes d'analyse, de documentation et de réflexion autour des émotions. Alors les émotions, mais aussi les engagements, puisqu'on glisse du 2e cycle du mois de l'impact sur les émotions vers ce cycle sur les engagements, ce qui est tout à fait finalement naturel, puisque les émotions sont aussi un levier pour permettre un engagement sur des sujets de transition sociale, écologique, technologique également.
Donc, je vais commencer par laisser la parole à Xavier, qui va nous présenter son projet de recherche et tout d'abord nous indiquer pourquoi ça lui semble important de réfléchir cette notion d'intime quand on est dans un processus de création, et tout particulièrement cinématographique. Alors, bonjour à tous. Donc, voilà la question que je me pose, moi, régulièrement en tant que prof de scénario. C'est comment je peux améliorer mes cours et quel va être le pilier moteur qui va me permettre d'amener des étudiants à réaliser des récits. Alors, pour situer un peu le contexte, dans les écoles créatives, alors que ce soit, il faut vraiment l'élargir, que ce soit en jeux vidéo, que ce soit en cinéma d'animation ou en cinéma traditionnel, on forme des techniciens, mais à un moment donné, on les amène à réaliser des films. Et que pour réaliser des films, on devient nécessairement un auteur. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette recherche, ça va être d'améliorer, donc je viens de le dire, mon cours de scénario. Et quand on fait un film, donc il y a énormément de compétences techniques qui sont nécessaires, mais surtout une histoire à raconter. Donc généralement, s'il y a des histoires à raconter, c'est qu'il y a des auteurs et des autrices pour les concevoir. Alors les concevoir, c'est un mot que j'ai un peu choisi comme ça parce qu'on aurait pu dire pour les écrire, mais c'est pas seulement de l'écriture, hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont avoir du mal à écrire. Et donc on peut aussi constituer un récit à partir d'images et à partir de tout un tas de choses. Donc on conçoit des histoires et c'est pour ça qu'on fait des films. Donc la question qui se pose à un professeur de scénario, c'est comment on forme des auteurs et des autrices. Et c'est pas si simple. Parce qu'a priori, un auteur qui va vendre un roman ou qui va écrire un scénario, il y a des écoles de scénario, mais c'est pas parce qu'on va donner un cours de scénario en disant faut écrire en tel corps, avec ça aligné à 4 cm de la marge, qu'on va écrire un scénario. C'est comment on raconte une histoire. Alors, quoi raconter ? C'est une exigence assez permanente, l'exigence d'être original. Et c'est une drôle d'injonction. Il faut s'imaginer dans une classe de... de toute façon, c'est ce que vous faites, hein, vous êtes dans une classe de cours, vous êtes face à votre prof de scénario, puis un matin, il vous dit, vous allez devoir écrire une histoire. Et a priori, c'est pas naturel. On se réveille pas tous les matins en se disant ça y est, je vais écrire un film, j'ai pas prévu. C'est pas quelque chose qui est naturel. Donc c'est une drôle d'injonction. Et la première chose qu'on pense, c'est raconter une histoire, c'est compliqué. Être original, c'est compliqué. Et puis aussi raconter quelque chose d'émouvant, parce que généralement, je sais pas si vous avez pu suivre un certain nombre de séries de films dans des festivals, il y a assez peu de films qu'on retient. On retient des films parce qu'ils nous ont provoqué une émotion et parce qu'ils ont été originaux, mais surtout parce qu'ils nous ont provoqué une émotion. Donc ce sont des injonctions assez difficiles à vivre pour un étudiant, parce que s'ils n'arrivent pas à provoquer cette émotion, à raconter une histoire, leur film va passer à la trappe et c'est quand même un enjeu majeur pour eux. Donc il y a cette injonction à l'originalité. Alors pour un peu, je dirais, accompagner cette injonction, moi j'ai toujours une phrase à mes étudiants que je leur donne, c'est tout a déjà été dit ou tout a déjà été fait. Alors ça c'est d'abord quelque chose d'assez pesant comme conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que tout a déjà été fait, on n'a plus envie de rien faire. Mais la deuxième partie de la phrase est assez... je dirais porteuse, mais pas par moi. Et effectivement, quand on considère que tout le monde a parlé d'amour ou tout le monde a parlé de mort, mais pas soi. Et donc finalement, quand on choisit de parler à partir de soi d'un sujet, il va forcément être original. Il y a cette deuxième phrase d'Oscar Wilde que vous avez probablement croisée sur les réseaux sociaux. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc là aussi, c'est encore une autre drôle d'injonction d'être soi-même.
qu'est-ce qui fait qu'on va se différencier les uns les autres et qu'est-ce qui fait que notre originalité va se retrouver. Hein, c'est la fameuse phrase, alors qu'on retrouve dans la philosophie antique depuis un certain nombre d'années, c'est deviens ce que tu es. Ou alors encore la phrase que Socrate trouve sur de l'oracle de Delphes, c'est connais-toi toi-même. Hein, il y a tous ces injonctions qui font que il y a pour devenir un individu, pour être original, il faut aller se connaître soi-même. Alors la question c'est comment devenir soi-même? Et est-ce que c'est la place d'un cours de scénario dans une école de cinéma? Difficile à dire. En tout cas, il me semble que une chose essentielle, c'est qu'il est difficile de faire autrement que d'interroger l'intérieur de soi. Il me semble que c'est nécessaire. Alors, c'est là où ça rejoint une question que moi j'ai en tant qu'auteur. J'écris des scénarios, j'écris de la poésie, je m'essaye au roman. Et donc, j'essaye de documenter ce qui me fait ressentir des choses et ce que je ressens. Et donc, on constate qu'il existe une frontière entre l'extérieur et l'intérieur. Et c'est là que l'intime va venir jouer un rôle dans la part d'écriture des auteurs. Voilà, moi ce que je trouve intéressant, c'est, enfin ce qui me touche, hein, je vais vous montrer 3 images voilà, avec la légende. 3 images qui me touchent personnellement en tant que spectateur. Hein. Donc c'est la sculpture, la statuaire baroque italienne où on a ce qu'on appelle le penaggio bagnato, c'est-à-dire le voile humide, et qui, je trouve, reflète bien cette idée de je montre, je cache. Il y a une frontière qui est le voile, et ce voile, une fois qu'il est posé et qu'il est humide, il renvoie une part de la sensibilité du corps que l'on voit, mais aussi une part de mystère et de mystique. Et donc face à ces images, il y a une sorte de respect, de sacralisation de la figure qui nous tient à distance. Et est-ce que l'auteur n'est pas cette figure-là qui se cache, mais à la fois qui se dévoile? Et on est aussi dans ce vocabulaire du dévoilement, de quelque chose qui va nous faire découvrir une intimité, quelque chose qui nous touche, hein, mais cependant qu'on tient à distance et qui nous impressionne et qui nous dit « Waouh, il y a quelque chose là d'assez fort ». Une autre image aussi intéressante qui me parle, hein, vous connaissez tous Christo et Jeanne-Claude, qui ont impacté des choses tout au long de leur carrière artistique. Et alors j'ai pris celle-là parce qu'elle est, c'est une œuvre posthume, hein, elle a été réalisée 1 an après la mort de Christo. Et ça a été étonnant parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur les réseaux sociaux, on n'arrêtait pas de voir cet arc de triomphe partout. Il était photographié en permanence, il était montré, il était vu. Et c'est un étrange paradoxe que ce que l'on cache rend visible quelque chose que l'on ne voyait pas ou plus. C'est-à-dire que l'Arc de Triomphe, ça fait longtemps qu'il est à Paris. On ne le photographie pas autant que ce qu'on l'a photographié quand il était caché. Et donc il y a quelque chose d'intéressant dans ce paradoxe qui est que ça nous intrigue parce qu'on nous le montre d'une façon nouvelle, d'une façon un petit peu mystique, un petit peu voilée. Et c'est ça qui nous intéresse dans le récit. C'est là qu'on en vient à mon sujet, c'est-à-dire accueillir l'intime en formation artistique. Alors c'est pas forcément quelque chose comme ça de spontanément qui vient à l'esprit. On se dit on va demander aux étudiants de questionner leur intériorité. Mais pour moi, ça va être important à la fois dans une didactique de travail, c'est-à-dire comment je vais utiliser dans mon cours un certain nombre d'outils qui va m'amener à accompagner les étudiants pour justement être à la bonne place. Alors je voulais la question, comment l'accompagnement pédagogique, dans ce que fait un professeur, peut-il mobiliser l'intime comme matériau narratif et artistique, parce que narratif oui, mais artistique également, sans risquer l'auto-exposition destructrice ni le surinvestissement narcissique. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand on dit aux étudiants allez-y, sortez vos tripes, hein, ça c'est une phrase que j'entends de mes collègues, donnez tout, quoi, dites ce que vous êtes, mettez votre cœur sur la table et dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous voulez dire. Là, il y a comme un appel d'air.
Et donc on voit des étudiants qui s'engouffrent un petit peu dans cette dynamique et qui parfois donnent trop d'eux et se mettent en danger vis-à-vis de leurs camarades parce qu'ils s'exposent aussi à des blessures qu'ils ont eues, qu'ils n'ont pas encore soignées. On a affaire à des jeunes gens, c'est compliqué de se connaître. Et donc là, quand on mobilise l'intime, bah oui, il y a un désir, il y a une envie. Hein, on va en parler un petit peu tout à l'heure avec un mot clé. Mais cette envie, il faut qu'elle soit accompagnée, jugulée, et pour amener l'étudiant à une symbolisation. C'est-à-dire comment je me sers du vocabulaire que j'ai appris de moi pour le transformer et le donner à voir aux autres, en ayant ce masque qui me permet de me protéger vis-à-vis du public, des spectateurs, de mes profs et de mes pairs. Donc, on a cette deuxième question aussi. Enfin, il y a plein de questions. C'est ça le départ d'une recherche. C'est-à-dire que, bon, au départ, quelle question on va aborder? Alors, j'en ai une autre. Apprentissage de soi, écriture artistique. Comment articuler un processus d'apprentissage de soi avec la construction d'une œuvre filmique dans le cadre d'une formation artistique? Ça aussi, c'est une vraie question. Est-ce que ça a sa place dans une formation artistique? Oui, peut-être. De quelle façon? Comment on l'accompagne? Comment on aide les profs à travailler ce genre de choses? Voilà, ça c'est un enjeu de la recherche, c'est d'offrir des outils clés, et notamment c'est l'un des rôles du lab, d'offrir des ressources aux professeurs pour accompagner le mieux possible les étudiants. Alors, de quelle intimité parle-t-on? Donc là, je vais finir cette présentation avec des définitions. Donc, que je vais vous lire. Et notamment Serge Tisseron, qui est un psychologue et qui a travaillé à l'époque où est sorti le Loft. Vous vous souvenez peut-être pas parce que vous étiez un peu jeune. Mais Loft Story, ça a été quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et donc, il a fait un travail sur ça. Il disait, il y a plein de gens qui ont décrié cette émission en disant, mais c'est quoi ces jeunes qui livrent en pâture leur intimité? C'est quoi M6 qui vient là nous montrer des choses qu'on ne devrait pas voir? Et lui a parlé d'un mot-clé, il a ressorti un mot que Lacan avait inventé, c'est l'extimité. L'extimité qu'il différencie de l'exhibitionnisme. C'est-à-dire que l'extimité, c'est comment... Enfin, je vais vous lire la définition. D'abord, l'intimité. L'intimité ne peut se définir que par confrontation des deux domaines qui s'y opposent. L'espace public et l'espace privé. Donc là, on reconnaît la frontière. L'espace public engage ce que l'on partage avec le plus grand nombre, l'espace privé, ce que l'on partage avec des personnes choisies. Mais l'espace intime est ce que l'on ne partage pas ou seulement avec quelques très proches et aussi ce que chacun ignore de lui-même. Alors ça, c'est intéressant, cette dernière partie de la définition. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses de notre intimité qu'on ne partage pas à tout le monde, qu'on partage en couple, qu'on partage en famille. Et puis, il y a même des choses qu'on ne partage même pas avec soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes et c'est là que ça peut devenir intéressant. Donc, c'est à la fois son jardin secret et l'inconnu de soi sur soi. Une deuxième définition, c'est la définition de cette fameuse extimité. Comment, en fait, on reprend cette racine qu'on retrouve dans l'estime de soi aussi. Donc on sent que là, il y a quelque chose là dans la timidité, dans l'estime, dans l'extimité, des choses qui ont un rapport au rapport justement de soi aux autres et de soi à soi-même. Le désir d'extimité, c'est le mouvement, quelque chose qui est dynamique, qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique. Vous avez tous TikTok et Instagram, c'est ce qu'on fait assez régulièrement. On met en scène sa vie, on crée des stories. Story, si on prend littéralement, c'est l'histoire. Comment on se raconte soi, comment on raconte sa vie intime aux autres, qu'est-ce qu'on partage aux autres et comment on construit tout ça. Et cette extimité, alors c'est la dernière partie de la définition, c'est le désir de communiquer à propos de son monde intérieur et c'est essentiel pour l'humain. C'est quelque chose qui a toujours existé. Alors c'est un mot qu'on n'a pas encore trop dans le vocabulaire, mais c'est quelque chose qui existe de façon qui existe depuis la nuit des temps. Mais ce n'est pas seulement s'exprimer. Si les gens veulent extérioriser certains éléments de leur vie, c'est pour mieux se les approprier dans un second temps et en les intériorisant sur un autre mode grâce aux réactions qu'ils suscitent chez leurs proches,
Le désir d'extimité est en fait au service de la création d'une intimité plus riche. C'est-à-dire que plus je vais parler de l'intérieur de moi-même avec les autres, plus je vais récolter leurs réactions et plus ils vont me donner un retour sur mes ressentis, sur mes émotions, qui va permettre aux autres d'apprivoiser les leurs et soi-même de les apprivoiser. Et donc, dans ce sens-là, c'est aussi ce que fait une œuvre artistique. C'est-à-dire que quand on est au contact d'un film, au contact d'un livre, on est en face d'une œuvre qui va nous parler, qui va venir nous chercher, nous questionner sur quelque chose de profond en nous, qui va résonner et qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on ressent, hein, ce qu'on appelle la catharsis, quoi. Donc voilà, Serge Tisseron, de l'intimité surexposée en 2001, donc à l'époque du Loft. Et je voudrais terminer cette présentation avec une citation de Bergson. Alors, je ne vais pas pouvoir la lire ici parce que je vais la lire ici. Le poète et le romancier. Alors, pour moi, il faut entendre aussi le cinéaste, hein, parce qu'en fait, on est, vous l'avez vu, dans l'écriture filmique, qui exprime un état d'âme. Donc là, on a vraiment l'état d'âme, on retrouve cet intérieur. Ne le crée certes pas de toute pièce. Il ne serait pas compris de nous si nous n'observions pas en nous, jusqu'à un certain point, ce qu'ils nous disent d'autrui. Donc là, on retrouve ce transport d'extimité, c'est-à-dire de soi vers l'autre, et de l'autre vers soi. Au fur et à mesure qu'il nous parle, des nuances d'émotions et de pensées nous apparaissent qui pouvaient être représentées en nous depuis longtemps. Ça veut dire globalement qu'on avait des émotions en nous qu'on n'avait pas encore compris, et à mesure que le poète ou le cinéaste ou le romancier nous parle, on les comprend mieux. Mais qui demeuraient invisibles. Hein. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette citation, parce qu'il offre une image, telle l'image photographique qui n'a pas encore été plongée dans le bain, où elle se révélera. Le poète est ce révélateur. Le cinéaste est ce révélateur. C'est quelqu'un qui va plonger les gens dans un bain d'émotions et qui va les ressortir avec une meilleure connaissance de leur intérieur. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des premières questions sur ce sujet ? On se laisse le temps un petit peu d'écouter les autres interventions et on revient, voilà, si vous avez des premières réflexions même ou des envies de partage avec les intervenants. Ce qui me permet de faire le lien avec ce que Xavier vient de dire et la présentation de Lucas, c'est notamment que retient-on d'un film, et tu disais tout à l'heure que c'est pas évident de faire un film qui va marquer les esprits et dont on se souviendra par la suite. Le travail de Lucas vise en quelque sorte à objectiver ces formes de perception, se dire mais finalement, que retient-on du cinéma français à l'international? Ce qui va nous permettre d'avoir une toute autre démarche qui est là plutôt vers l'extérieur et que donc tu vas pouvoir nous présenter, Lucas. Alors, je te laisse la présentation. Bonjour à tous. Effectivement, dans le cadre de mes études, j'ai réalisé le mémoire sur la culture française comme axe stratégique pour exporter le cinéma français. Quand j'ai fait l'état des lieux un peu du cinéma français à l'international, ce qui revenait souvent, c'était qu'on était considéré comme le premier des autres cinémas, le premier des autres, loin derrière le cinéma américain. Donc évidemment, c'est négatif parce qu'on se dit, on joue même pas dans la même cour que les Américains tellement ils sont au-dessus, en tout cas d'un point de vue international en termes de cinéma. Mais ça reste aussi positif dans le sens où on est le premier de tous les autres cinémas nationaux en termes de représentation à l'international. C'est dû à des facteurs historiques. Vous êtes censé savoir qu'il y a le cinémascope, par exemple, des Frères Lumière, qui est français. La Nouvelle Vague, qui était un courant très important pour l'exportation du cinéma français aussi, par exemple, qui ont pu jouer aussi. Mais il y a aussi des facteurs politiques, et notamment l'exception culturelle, qui est un ensemble de dispositions qui font que le cinéma et les œuvres culturelles en général ne sont pas considérées, ne sont pas régies par les règles de rentabilité comme les autres biens commerciaux.
Ça passe notamment par des quotas. Par exemple, la télévision, le cinéma sont obligés de diffuser et de financer le cinéma français avec des quotas précis. En revanche, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que le cinéma français perd en compétitivité, ce qui se mesure justement par à quel point il s'exporte à l'international. Pourquoi il perd en compétitivité? C'est notamment du fait que l'exception culturelle incite les producteurs à ne plus chercher la reconnaissance du spectateur, mais plutôt d'aller chercher celle des organismes de financement. Donc que ce soit le CNC bien sûr, mais aussi les chaînes de télévision, les organismes européens et régionaux. De plus, ils sont incités parce qu'en fait, en France, par rapport aux États-Unis, il y a une faible population. Donc, il est très difficile d'être rentable dans le cinéma français, vu que peu de gens vont au cinéma, enfin, en tout cas, pas assez par rapport au prix d'un film. Et en plus, le cinéma est très cher parce que c'est une activité très basée sur les coûts humains. Donc là, c'est la loi de Baumol et Bowen, que vous connaissez peut-être, qui explique que plus un secteur est coûteux en facteur humain, plus il est difficile de réaliser des économies d'échelle. Et l'argument que je veux défendre, c'est qu'on peut continuer à maintenir notre compétitivité dans le cinéma français. Et je pense qu'un axe stratégique, ça pourrait être justement d'utiliser la culture française, étant donné qu'elle est très prisée dans de nombreux pays et qu'on a toujours su rayonner justement en tant que cinéma français. Et je voulais citer Porter, qui est qui est le plus grand auteur de stratégie justement en entreprise et sectorielle aussi, qui disait qu'en fait l'avantage concurrentiel depuis la mondialisation est créé et maintenu grâce à un processus très localisé. Donc c'est-à-dire qu'en fait on pourrait obtenir un avantage concurrentiel grâce à nos valeurs, à notre culture et aussi aux institutions. Et notamment je pense à l'exception culturelle qui à mon avis pourrait servir à maintenir notre compétitivité. Mais pour ça, il faut d'abord se poser la question, c'est quoi finalement le cinéma français? Qu'est-ce qui fait qu'un film est français? Eh bien, il y a deux façons de le voir. La première qui est très pragmatique, c'est d'un point de vue légal, ce qui fait qu'un film est français, c'est qu'il est financé par une société française. Plus précisément, c'est un film qui est majoritairement ou intégralement financé par une société française. Société française, ça veut dire qu'elle est domiciliée en France, mais aussi qu'elle n'est pas contrôlée par une personne extra-européenne, que ce soit une personne physique ou morale. Mais d'un point de vue culturel, c'est ce qui nous intéresse le plus ici, c'est d'autres éléments qui vont nous donner des indices. Il y a une étude de Christie et collaborateurs qui nous dit que ça va davantage passer par qui sont les acteurs, est-ce que ce sont des acteurs français ou étrangers, la façon de jouer aussi des acteurs, leur attitude, les décors du film et les thèmes du film aussi. Mais ça, c'est des éléments que nous, on va arriver à capter parce qu'on appartient à la culture française, ce que cependant les spectateurs internationaux vont voir ces indices. Pas forcément. Évidemment, si on montre la Tour Eiffel à un étranger, il va sans doute se dire que c'est un film qui est français, même si c'est pas forcément le cas avec des projets qui utilisent justement la culture française pour se vendre. Je pense notamment à Emily in Paris, mais il y en a plein d'autres évidemment. Mais les spectateurs internationaux, ils vont aussi se concentrer sur des indices qui sont extérieurs au film, notamment son ampleur en termes de budget. L'étude, elle se concentre davantage sur le cinéma britannique et elle montre que les spectateurs internationaux, par exemple, lorsqu'ils regardent Harry Potter, ils vont pas se dire ça c'est un film britannique. Bon, déjà, il y a plein de spectateurs qui vont pas forcément se poser la question, mais pour ceux qui vont se poser la question, eh bien, ils vont pas forcément s'en rendre compte parce que c'est un budget tellement démesuré qu'ils vont attribuer ça au cinéma américain. Là où les spectateurs qui sont anglophones, donc les Américains ou ceux qui habitent au Royaume-Uni par exemple, vont directement se dire ah bah ça se passe au Royaume-Uni. C'est plus difficile pour les spectateurs internationaux, d'autant plus quand le film est doublé dans leur langue natale. Cependant, c'est pas non plus totalement perdu. Ça veut pas dire que tous les films à gros budget sont considérés comme américains par les spectateurs internationaux. Il y a des cinéphiles internationaux qui vont attribuer des thématiques selon les cultures et selon les cinémas culturels. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas forcément toujours les mêmes thématiques selon les cultures. C'est-à-dire que par exemple, il y a une étude, alors il y a très peu de chiffres sur le cinéma français concernant la perception à l'international, mais il y a cette étude qui montre que les Américains considèrent le cinéma français comme étant intimiste en grande majorité. Les Russes, ils vont dire ah le cinéma français c'est un cinéma qui est très drôle. Et les Polonais, ils vont dire c'est un cinéma captivant. Bon, malheureusement, on ne peut pas trop creuser sur
pourquoi ces émotions chez ces cultures, mais en tout cas, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que il n'existe pas un seul cinéma français, il en existe en fait une multitude selon les cultures, et aussi que, en fait, selon les cultures, ils ne vont pas réagir de la même façon au film. Ils ne vont pas avoir les mêmes émotions qui vont se développer, ils ne vont pas voir les films de la même façon. Ce qui m'a fait dire que finalement, est-ce qu'on ne se tromperait pas d'un point de vue stratégique lorsqu'on veut exporter notre cinéma français. Habituellement, ce qu'on fait quand on distribue nos films, c'est qu'on produit le film et ensuite on va le vendre à qui veut bien l'acheter. Mais en fait, on se rend compte que peut-être un axe stratégique, ce serait de se concentrer dès la phase de production en fait, et de réalisation à peut-être pas forcément plaire, mais en tout cas correspondre à des goûts en termes de zone géographique. Donc chercher peut-être à correspondre plutôt à un ou quelques territoires, quelques zones géographiques qui peuvent aimer notre cinéma français, plutôt que de chercher à vendre à tout le monde. Pour donner quelques chiffres, les spectateurs internationaux qui s'intéressent le plus à notre cinéma, c'est ceux qui sont en Europe de l'Ouest, mais il y en a aussi en Europe de l'Est et aussi en Asie. Mais bon, là, je parle de stratégie, mais en fait, ça sous-entend que les producteurs réfléchissent de manière stratégique. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va faire un film pour ça, telle raison, atteindre tel public. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce qu'ils réfléchissent comme ça? La réponse courte, même si c'est un peu plus loin à démontrer, c'est que oui, il y a quand même une sorte de stratégie lorsqu'ils cherchent à produire un film. En revanche, on ne sait pas s'ils cherchent à faire une stratégie pour exporter leur film. Et c'est pour ça que j'ai réalisé mon étude qui se concentrait sur prouver si finalement il y avait une stratégie d'exportation qui était établie par les producteurs. Au niveau de ma méthodologie, j'ai réalisé 2 hypothèses. La première, c'est de dire oui, les producteurs établissent des stratégies pour exporter leurs films, et notamment ils copient, ou en tout cas ils réutilisent des stratégies qui ont déjà été utilisées par le passé et qui ont fait le succès d'autres films. Et la deuxième hypothèse, c'était de dire qu'ils ne s'appuyaient pas sur l'identité nationale pour exporter leurs films. Je partais du principe que voilà, s'il y a la culture française qui transparaît dans la plupart des films qui s'exportent, c'est plutôt accidentel que réellement réfléchi. Pour faire ça, j'ai utilisé 2 méthodes. La première, c'est ce qu'on appelle une méthode FSQCA, qui permet d'expliquer un phénomène grâce à des combinaisons de facteurs. C'est-à-dire que je vais étudier 5 facteurs à peu près sur une liste de films. Là, j'ai étudié une centaine de films à peu près entre 2013 et 2022, des films français qui ont bien marché à l'international, et j'ai symbolisé ce cap par le million d'entrées à l'international sur une année. Et la deuxième méthode que j'ai faite, c'est réaliser des entretiens semi-directifs, notamment avec des producteurs francophones, mais aussi un analyste des données quantitatives du cinéma français dans le monde. Pour parler de la méthode FSQCA, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 5 critères qui sont revenus principalement dans ma revue de littérature et dans mes entretiens, qui pourraient expliquer pourquoi un film marche à l'international et surtout pourquoi un film marche mieux qu'un autre à l'international. Et les 5 principaux, c'est les distinctions lors des festivals, donc les festivals internationaux, notamment Cannes, Berlin, Venise, la nationalité de l'acteur principal. Alors pourquoi ce critère? C'est parce qu'en fait, je voulais prendre la notoriété à la base, mais effectivement, c'est assez compliqué de mesurer la notoriété de quelqu'un. Donc j'ai mis l'hypothèse qu'un acteur anglo-saxon serait plus connu à l'international qu'un acteur français. Le budget du film, la langue du film et le genre du film. Voilà, ça c'est les 5 caractéristiques que j'ai étudiées sur les films français, films majoritairement produits en France. Et ce qu'on retient comme résultat, c'est que le budget, c'est essentiel si on veut on va dire passer à la vitesse supérieure en termes de résultats d'exportation. C'est-à-dire que les films qui marchent le mieux, c'est ceux qui ont les plus gros budgets. Je pense notamment aux films d'EuropaCorp qui ont comme stratégie claire de s'exporter. Mais il y en a aussi d'autres, notamment dans l'animation, qui ont des budgets aussi colossaux et qui marchent bien. La nationalité de l'acteur principal, c'est un élément très important aussi, mais qui n'est pas aussi déterminant. Le genre et la langue du film, pour le coup, c'était assez surprenant, mais ils peuvent être importants, mais ils ne sont pas non plus forcément évidents pour expliquer le succès d'un film. Et en revanche, là aussi ça m'a surpris, c'est les distinctions en festival, elles ne jouent pas du tout dans les exportations d'un film. On va revenir dessus, mais pour expliquer du coup les combinaisons de ces facteurs qui peuvent expliquer le succès d'un film par rapport à un autre à l'international, il y a 2 chemins qui s'en sortent. C'est un film qui a un énorme budget et qui est en anglais et qui a un casting anglo-saxon.
Finalement, c'est assez logique parce que souvent les films en anglais ont un casting anglo-saxon. Et le deuxième chemin, c'est à peu près la même chose. C'est un film qui a un énorme budget, qui est en anglais aussi, mais qui cette fois n'a pas nécessairement d'acteurs anglo-saxons, mais a un genre attractif. Les genres attractifs, c'est notamment l'animation. Je sais que c'est pas un genre, mais on l'a classé comme tel. L'animation, la science-fiction et il me semble aussi les comédies. Donc voilà, ça c'est les principales combinaisons qui peuvent expliquer qu'un film marche à l'international. Et finalement, ça relève de ce qu'on appelle la stratégie cinéma-monde. C'est la stratégie qu'en fait a utilisé les États-Unis depuis des années, de faire des blockbusters, évidemment en anglais qui parle à tout le monde, mais qui gomment toutes les aspérités, tous les indices culturels pour essayer d'être le plus compris par le monde entier, finalement, et d'être le plus vu. En revanche, j'ai pris ce même, peut-être que vous avez vu, de Dwayne Johnson, qui montre qu'en fait, il y a aussi un essoufflement de ce modèle de cinéma-monde. Déjà, parce qu'évidemment, il y a plein de films qui reprennent les mêmes recettes, mais peut-être un peu trop, ce qui fait que les gens ont moins envie d'aller voir ces films. Deuxièmement, un argument contre cette stratégie, c'est que pas tous les films qui suivent cette stratégie sont rentables. Or, si on veut essayer d'être compétitif, il faut être rentable. L'exemple le plus parlant, c'est Valérian de Luc Besson, qui, certes, dans notre liste, est celui qui s'est le plus exporté, qui s'est le mieux exporté, mais par rapport au budget qu'il a fourni, en fait, il n'a pas du tout été rentable. Et le troisième argument, tout simple, qui explique qu'on ne peut pas utiliser cette stratégie tout le temps, c'est que c'est difficile d'imaginer un film d'auteur avec un trailer blockbuster, avec des scènes d'action qui vont parler à tout le monde. Donc en fait, c'est un modèle qui est très efficace, mais pour certains types de films. Et pour revenir sur les festivals internationaux, alors déjà, c'est difficile de faire une stratégie où on va dire mon film va gagner la Palme d'Or et après il va s'exporter. C'est pas comme ça que ça marche en général. Et en fait, il y a peu de résultats vis-à-vis des autres prix. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un effet Palme d'Or qui a permis justement à certains films d'entrer dans la liste des films qui ont eu plus d'1 million d'entrées. Mais en fait, il y a plein d'autres prix de festivals, même de Cannes ou d'autres festivals internationaux, qui n'ont aucun impact significatif sur les exportations. Pour résumer tout ce que je viens de dire, si on veut exporter un film français, il faut qu'il ait un budget important, un casting connu anglo-saxon et une langue originale en anglais, grosso modo. Donc là, en fait, on va se dire, mais du coup, comment on fait pour sauvegarder, on va dire, l'identité culturelle française dans le cinéma français? Est-ce qu'on est condamné à faire des films américains ou des films comme EuropaCorp? Non. Il me semble qu'une méthode, ça peut être de faire de bons films, parce que depuis tout à l'heure, je parle de compétitivité du cinéma, mais je garde seulement les aspects économiques, les aspects commerciaux. Mais en fait, vous devez le savoir, un film, ce n'est pas que ça, c'est aussi une compétitivité culturelle et artistique. Et pour ça, il faut faire de bons films. Alors, j'ai mis ce petit emoji un peu drôle pour dire que c'est bien intelligent de dire ça, mais comment on fait des bons films? J'ai pas la réponse. En revanche, je pense qu'un élément de réponse, malgré tout, c'est de se dire, pour faire plus de bons films, il faut aussi en faire plus de mauvais, dans le sens où il faut financer plus de films qui vont tenter des choses, qui vont être innovants. Et c'est pour ça que je reviens sur l'argument de l'exception culturelle. Pour moi et pour d'autres auteurs, c'est une arme qui a été utilisée trop de manière défensive et qui peut-être être utilisée de manière plus offensive pour rayonner le cinéma français. Je m'explique. L'exception culturelle, c'est vraiment quelque chose qui permet à des films qui n'auraient jamais pu voir le jour d'exister, parce qu'ils ne cherchent pas justement à être rentables, ils cherchent à être des produits culturels et artistiques innovants. Mais en fait, c'est aussi une manière de faire de la recherche et développement dans le cinéma. Et il faut continuer à créer des films qui vont être justement innovants, intéressants, et chercher à aller atteindre justement de nouveaux publics, de nouvelles émotions aussi chez ces publics. Mais pour ça, il faut aussi, à l'échelle de la production, chercher à faire des films qui vont quand même essayer d'avoir un but de rentabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire des films d'action, des films blockbusters, mais en tout cas chercher à être innovant, mais tout en gardant cet aspect de, voilà, on va chercher à être rentable, et si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais en tout cas, on va essayer de faire construire un film de manière plus stratégique. Évidemment, quand je dis ça, c'est facile à dire, c'est pas si simple dans la pratique. Notamment, si on commence dans la production, on va jamais arriver à exporter un film comme des films d'EuropaCorp, par exemple.
En revanche, il me semble qu'il faut quand même continuer de faire des films, même les premiers films, en pensant quand même à ce côté de réfléchir au consommateur final, réfléchir au spectateur, parce que c'est en faisant des films qui vont chercher à plaire au moins un type de public, international ou local d'ailleurs, qu'on va arriver à constituer une stratégie sur le long terme et qui vont débloquer, par exemple, des financements, des nouveaux partenaires ou même un savoir-faire, une expérience qui vont servir pour les prochains films et qui vont potentiellement, à terme, permettre d'exporter des films, des prochains films. Concernant mes entretiens, alors j'ai posé d'autres questions que ça, mais les résultats qu'on obtient, c'est les différents axes stratégiques pour exporter un film. Il y en a que j'ai déjà cités, le cinéma monde, donc faire un blockbuster, la stratégie d'innovation ou de reproduction de succès passés. Est-ce qu'on va essayer de faire des blockbusters ou alors des films très spécifiques qui ont déjà prouvé qu'ils marchaient par le passé, ou alors tenter quelque chose de totalement nouveau, utiliser la langue anglaise, formater aussi le processus de production. Là, je pense notamment aux films d'animation où il est très important de savoir combien de temps le film va durer, combien d'assets on va avoir besoin, parce que c'est des choses qui vont beaucoup plus peser sur le budget, mais c'est quelque chose que j'ai pas tant que ça retrouvé dans la prise de vue réelle et qui pourrait être aussi peut-être exploré. Le positionnement du public, est-ce qu'on va viser des familles avec des enfants, est-ce qu'on va viser des adolescents, c'est quelque chose aussi qui est très superflu quand on regarde en fait les stratégies de certains producteurs. Et aussi la question de la distribution, est-ce qu'on délègue la distribution à une entreprise tierce et ça peut être très intéressant parce que c'est des compétences qu'on n'a pas, c'est une expérience qu'on n'a pas et ça peut être aussi un apprentissage, ou est-ce qu'on va la contrôler pour capter un maximum de valeur? Et la dernière stratégie que je voulais développer, c'était produire des films universels. C'est-à-dire, ça fait plusieurs fois on m'a dit, pour exporter un film, il faut qu'il soit universel. Qu'est-ce que ça veut dire faire un film universel? Et surtout, est-ce que c'est compatible avec l'utilisation de la culture française dans un film? Je voulais montrer, lors de mes 2 entretiens, les stratégies que les producteurs ont pu utiliser. Donc à gauche, on a le producteur dans l'animation et à droite, le producteur dans la prise de vue réelle. C'est 2 vrais entretiens avec des producteurs. Et au même moment, c'était assez fou, ils produisaient un film qui finalement expliquait l'utilisation de la culture française dans le cinéma. Le premier, il faisait une comédie avec des animaux qui parlent. C'est un producteur beaucoup plus établi que le second, qui avait déjà fait des films qui sont bien exportés. C'est des films qu'il faisait en anglais. Il visait un public très précis, donc les familles et notamment celles avec des enfants. Et là, pour ce film-là, il faisait un film où les animaux en fait étaient dans un contexte de mode française, très cliché. Encore une fois, ça fait penser à Emily in Paris, tout ça. Mais c'est une vision stratégique de la culture française où elle va parler aux internationaux et elle va certainement bien se vendre parce que c'est aussi ça qui parle à ses spectateurs. C'est pas forcément le type de cinéma qu'on a tous envie de faire ou de voir, mais c'est une stratégie qui marche d'un point de vue plus commercial. Le deuxième producteur, lui, il produisait un drame sur la vie de son réalisateur, qui faisait pour le coup un film très franco-français, il le disait lui-même. Et là, pour le coup, on voit que la stratégie est plus absente. Il n'avait pas de public cible, il n'y avait pas de thème autour de la culture comme pouvait l'avoir le premier. Mais en revanche, là, la culture française était utilisée de manière plus ambiante, plus réaliste. Et même si ce n'était pas utilisé de manière stratégique vis-à-vis des exportations, il n'empêche qu'il y avait un but stratégique derrière qui était, c'est plus simple d'accéder aux bâtiments qui sont autour de nous, d'avoir ces décors, d'avoir ces acteurs. Et voilà, tout simplement, tout le récit est en français, tout le scénario est en français, donc c'est plus simple stratégiquement d'avoir accès au financement aussi français. Mais donc c'est là que je me suis dit, mais est-ce que c'est des films qu'on peut dire réellement comme étant universels? À mon sens, oui, ce n'est pas incompatible. On peut très bien faire des films qui vont avoir une identité culturelle française et qui peuvent potentiellement plaire aux spectateurs internationaux, tout en faisant en sorte qu'ils soient le plus universels possible et qu'ils soient le plus compris par ces mêmes spectateurs. Là, c'était un exemple cité par un de mes entretiens, qui était Les graines du figuier sauvage, qui est un film iranien. Et pourtant, il disait, voilà, c'est un film iranien dans un contexte très iranien et pourtant très universel dans ses thématiques. Le deuxième exemple qui me venait en tête par rapport au cinéma français, c'est Anatomie d'une chute. C'est un film
qui utilise beaucoup la culture française, mais qui l'explore beaucoup plus et de manière beaucoup plus intéressante que l'exemple du film des animaux qui parlent que je citais avant. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé à faire en sorte, ce qui pour moi est assez intéressant, d'utiliser la langue anglaise de manière assez importante et de manière aussi à attirer un certain public international, tout en gardant aussi l'aspect français. Parce qu'en fait, un couple français aujourd'hui, ça peut très bien être un couple multiculturel. Un couple avec une personne internationale et une personne française, ou même plus. Et en fait, la citation de Thomas Elsässer qui est ici, c'est de dire qu'en fait, si on veut rester dans la course du cinéma national, il faut aussi explorer la culture nationale dans ses hybridités, dans ses interstices. Et c'est justement les films qui parviendront à faire ça, qui arriveront à mieux s'exporter et à garder une identité culturelle française. Donc pour revenir sur mes hypothèses, on voit bien que la première est validée dans le sens où les films sont compétitifs à l'international en établissant des stratégies pour les producteurs, et aussi que les sociétés de production s'appuient parfois sur l'identité nationale dans leur stratégie d'exportation. Et donc celle que je propose finalement dans mon mémoire, c'est de dire la culture française, c'est un atout stratégique d'exportation. C'est aussi quelque chose qu'il faut explorer si on veut éviter d'en avoir une vision trop absente, trop abstraite ou justement trop cliché. Et peut-être aussi d'autres points de stratégie, c'est se positionner sur quelques zones géographiques et rendre le film universel dans sa compréhension plutôt que dans le traitement de son sujet. Je vous remercie. Alors évidemment, on a exploré des notions très différentes d'un sujet à l'autre, des méthodes complètement différentes, parce que ce sont aussi des disciplines qui se croisent pour étudier un même objet, qui est le cinéma. Et c'est ce qui est important pour vous aussi, c'est d'aller regarder cette interdisciplinarité pour nourrir votre propre réflexion en tant que créateur, peu importe d'ailleurs l'endroit dans lequel vous allez vous situer ensuite dans votre pratique. C'est ces croisements-là qui enrichissent votre regard sur le cinéma. Et on a pu entendre de la bouche de Xavier comme de Lucas, par exemple, la question de l'intimité. Mais évidemment, absolument pas traitée de la même manière. Dans les conclusions, l'altérité revient autant dans la présentation de Xavier sur comment mon intimité rejoint une forme d'altérité, donc est comprise, perçue par un autre et devient universelle. Et Lucas, dans l'exploration des stratégies, montre à quel point cette altérité qui doit fabriquer du commun plus que de l'universalité finalement, se déploie sous des formes aussi de stratégies de production. Donc je ne vais pas vous présenter le dernier projet, Cache, je le ferai tout à l'heure en conclusion de la table ronde de cet après-midi pour ne pas perdre de temps. Je peux vous laisser, si dans la salle il y a une ou deux questions. Et si ça n'était pas le cas, on reviendra de toute façon vers vous tout au long de la journée et chaque intervenant pourra échanger avec vous. Est-ce que vous avez une question qui... J'ai une question pour Xavier concernant le scénario. Pendant le processus d'écriture, comment s'opposer à son intimité ? Comment s'opposer, c'est-à-dire qu'il y a une recherche de soi à faire, une recherche de ses émotions, mais je pense que dans un scénario, il faut aussi apporter une opposition à tout ça, et comment travailler du coup sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qui n'est pas sur ce qui ne sont pas nos propres émotions à nous. Oui, je saisis la question. Je crois qu'on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, et ça revient un peu sur ce qui a été dit, c'est-à-dire sur l'authenticité. C'est-à-dire que
en ayant une recherche à l'intérieur de soi, il faut chercher ce qui est authentique et ce qui résonne. S'il y a une colère, s'il y a une envie, s'il y a un désir, cette énergie-là est authentique et c'est à partir de celle-là qu'on va écrire. C'est pas forcément ça qui va nous faire écrire, c'est pas forcément sur sa vie, mais par contre c'est sur ce qu'on connaît de ses réactions, de ses envies, de ses désirs et de son intérieur. C'est pour ça que je parle de moteur narratif. C'est-à-dire que c'est là qu'on va puiser quelque chose, une envie, un départ, mais c'est pas forcément une finalité. Donc il n'y a pas à s'opposer, au contraire. Il faut accueillir vraiment ce qu'on est. Voilà, une étudiante qui me disait je supporte pas qu'il y ait des gens comme Poutine ou Trump qui gouvernent. Ça n'a rien d'intime de parler ça. Et pourtant, quand je vais la questionner, je lui dis mais pourquoi tu supportes pas ça? Elle me dit mais je trouve ça injuste. Et pourquoi cette injustice-là? Il y a plein d'injustices dans la vie. Pourquoi celle-là te touche, toi? Et donc, c'est une question qu'elle ne s'était pas forcément posée, mais en se questionnant sur la façon dont on ressent ses propres émotions, on trouve là un moteur authentique qui nous permet d'amorcer un récit sur lequel on s'appuie. Parce qu'on sait qu'on va dire quelque chose de vérace, puisqu'on le ressent soi-même. Donc l'idée, c'est de pouvoir le faire ressentir à d'autres, parce qu'on sait ce qu'on doit ressentir, parce qu'on sait ce qu'on ressent. Donc il ne faut pas s'opposer. Et après, dans un processus d'écriture, dans la théorie, c'est trouver effectivement un opposant, un Poutine ou un Trump en l'occurrence, pour arriver à traduire cette injustice. Mais le moteur de l'émotion, il est réel, il est authentique. Donc on le creuse, on le questionne, et à partir de là, c'est là qu'on crée l'opposition, mais dans une symbolisation narrative et qui devient un scénario. Si je peux, du coup, quand on doit écrire du coup ces personnages comme Poutine ou Trump, comment bien écrire justement un personnage qui s'oppose autant à notre personnalité? Eh ben, c'est là qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu. C'est-à-dire, c'est les fameuses formules. Alors, moi, j'utilise Truby, par exemple. Ben, justement, quand on a une émotion qui va dans un sens, le bon antagoniste, c'est celui qui va empêcher le protagoniste d'arriver à son objectif. Le protagoniste, c'est le protos agoniste, c'est celui qui se combat en premier, qui combat en premier, et l'antagoniste, c'est celui qui va combattre celui qui combat en premier. Donc c'est un combat, c'est une confrontation. Ce qui est essentiel, c'est de trouver la confrontation. Une fois qu'on l'a trouvée, c'est là que le méchant s'écrit tout seul. Enfin, pas le méchant, mais l'antagoniste s'écrit tout seul. Si tu veux aller dans une pièce et que dehors il pleut et que tu es dans une autre maison, eh ben l'antagoniste, ça va être la pluie. Et on sent bien que là, ce qui va t'empêcher d'avancer, c'est ça. Et ton désir est suffisamment fort, il faut aller là-bas. Et comment je vais faire pour y arriver contre cet opposant? Donc ça s'écrit tout seul. Mais je crois que c'est un autre sujet. C'est-à-dire comment on écrit. Le départ, c'est l'authenticité de ce qu'on ressent. À partir de là, déjà, si ça c'est clair, on sait de quoi on veut parler. À partir de là, on peut construire quelque chose qui va forcément résonner, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui ressent la même émotion quelque part. Et c'est là qu'on rejoint quelque chose d'universel. Eh bien, très bien. On va pouvoir passer à la suite de notre... on va les applaudir et passer à la suite du séminaire. Alors après ce regard plutôt orienté sur les pratiques et les sciences de l'éducation, ce regard porté sur les stratégies, on va avoir un regard très artistique avec Marie-Laure Cazin, qui est réalisatrice, qui est enseignante et chercheuse à l'école d'art Talm, à l'école supérieure d'art et de design Talm, et qui interroge les rapports entre cinéma et émotion en explorant, en expérimentant différents dispositifs d'interaction. Donc j'invite Marie-Laure à prendre place. Merci. Bonjour, merci Sandra pour cette invitation. Donc je vais vous parler du processus, de la façon dont s'est construit au cours des années le cinéma émotif, dont vous allez voir une séance tout à l'heure. Donc c'est un projet qui a commencé en 2012
qui a eu, en fait, on a réalisé 2 prototypes. Il y a eu un premier prototype qui a été réalisé en 2014, qui a été lancé au Frénois, et puis un deuxième qu'on a finalisé en 2024. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez atypique. C'est un dispositif. Alors, projet fou, pas du tout stratégique, pas du tout rentable, etc. Là, zut. Voilà. L'idée, c'est d'avoir que les émotions des spectateurs soient visibles dans le dispositif et qui changent et qui modifient le film en temps réel. Donc, d'une part, au niveau du scénario et d'autre part, au niveau de la musique. Donc, je vais vous parler un petit peu de la façon dont cette idée est venue, quelques inspirations. Alors, c'est une citation de Peter Greenaway qui date de 2003. Le cinéma doit pouvoir s'emparer des possibilités esthétiques offertes par les nouveaux médias pour s'approcher plus intimement de l'expérience humaine et de ses interactions avec la réalité, la mémoire et l'imagination. Donc, en 2003, en fait, on est dans une période assez particulière. C'est vraiment un turning point dans le cinéma, c'est-à-dire que c'est le moment où on avait des bobines qu'on utilisait, c'était encore l'argentique, et c'est le moment où les cinémas vont commencer à s'équiper de numérique. Et ça va être du coup non pas des bobines qui arrivent par la poste, des copies argentiques qui arrivent par la poste, mais un fichier numérique qui est envoyé par Internet, qui va être diffusé. Donc, le numérique va d'une certaine façon copier ce que faisait l'argentique, par exemple, dans ce cas-là. Mais il a aussi des tas de possibilités à nous offrir. C'est un média qui a d'autres potentiels que de reproduire un film linéaire. Avec des interactions, des sons peuvent devenir des images peuvent devenir des mouvements, etc. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, à cette époque-là, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'on peut faire en termes cinématographiques avec toutes les possibilités que nous offre le numérique. Alors, en termes de linéarité ou de scénario avec des variantes, avec des possibilités multiples, parce que c'est une des premières questions avec le numérique, on n'est pas obligé de rester linéaire. On peut interagir et faire évoluer le récit différemment. Il y a une référence importante qui n'était pas du tout faite en numérique, qui date de 1967, c'est le Quinoa Automate, qui est en fait un film où les spectateurs votent. Donc, ce qu'on voit autour de l'écran, en fait, représente les votes, rouge et vert. Et à gauche de l'écran, c'est la version qui a gagné, donc c'est la version rouge. Donc c'est un film assez burlesque où il y a des tas d'incidents variés. Et à la fin, quelle que soit la façon dont le film se passe, à la fin, l'immeuble prend feu. Donc il y a des tas d'interactions différentes et des tas de possibilités. Alors, ce qui est intéressant dans le Quinoa Automate, c'est que, le problème du cinéma interactif, c'est qu'il y a un moment où on fait un choix, et donc on quitte cet état un petit peu où on se laisse aller, où on se laisse prendre par la narration, pour tout d'un coup faire un acte cognitif. Ah oui, alors je choisis, j'appuie sur le bouton, etc. Et ça crée une interruption dans l'immersion narrative qui est assez problématique. Ce qui était intéressant dans le Quinoa Automate, c'est qu'il y avait un personnage sur scène, et même parfois l'acteur du film, qui créait une continuité, un petit peu comme du musical, qui venait expliquer, bah ouais, là, je sais pas quoi faire,
voilà, et qui va interpeller le public pendant que le public fait son choix. Donc ça crée une continuité, une attractivité de tout ce qui se passe à la fois sur scène avec les spectateurs et à la fois dans le film, qui fait qu'on est, enfin, il y a une fluidité du spectacle. Donc ça, c'est la première chose que j'ai observée. La deuxième chose, c'est le regard caméra de Monica. Je pense que vous devez connaître ce film de Bergman qui date de 1953 et qui a fait date parce que, à un moment donné, cette jeune fille commence à dériver vers le mal, et à ce moment-là, elle regarde le spectateur d'une façon assez appuyée, prolongée, interrogeant le spectateur sur ses propres émotions, son propre jugement, etc., par rapport à sa conduite. Donc l'interruption, en fait, parce que c'est une forme d'interruption dans la narration du film, l'interruption, elle peut aussi se faire de façon fluide par un regard interrogateur au spectateur, le regard caméra. Et puis, il y a un film que j'ai beaucoup aimé, c'est le scénario du film Passion de Jean-Luc Godard. Donc, c'est un film qu'il a fait après le film Passion. Et il a essayé de décrire le processus de création de ce film. Et ce qu'il avait envie, voilà, ce qu'on voit avec ses deux mains vers l'écran de sa régie, hein, ce qu'il avait envie de voir sur l'écran. Et à ce moment-là, ce que moi j'avais envie de voir, c'est en fait, c'est d'avoir ce pouvoir par la pensée de modifier ce qu'on peut voir sur l'écran. Comme dans le processus de création, on imagine d'abord son film et après on le voit, et qu'il y ait une sorte de fluidité comme ça d'interaction avec le film. Rêve un peu fou. Mais en 2008, je tombe sur une actualité technologique qui est la sortie des casques Epoch de la société Emotive, et qui sont des casques avec des capteurs EEG qui sont à des prix abordables, qu'on peut utiliser hors du cadre du laboratoire. Ils sont suffisamment, comment dire, avec suffisamment de capteurs. C'est pas un gadget, mais on peut l'utiliser dans une salle de spectacle, et qui propose une analyse des émotions. Et ce qui est intéressant aussi avec ce casque, c'est que leur analyse des émotions, bon, après, moi, j'ai été voir évidemment des scientifiques, hein, j'aurais dit, voilà, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire, et pour eux, c'était assez opaque ce que proposait la société Emotive en termes d'analyse des émotions. Mais par contre, on pouvait sortir les données brutes avec ce casque, et à ce moment-là, les scientifiques, eux, ils vont commencer à travailler sur l'analyse des émotions pour le projet. Donc, avec cette idée, me voilà partie pour aller chercher des financements, un producteur un peu fou pour faire ça, des coproductions, etc. Et des scientifiques, parce que c'était... je voulais pas partir avec un gadget technologique qui existait déjà. Enfin, il n'y avait rien qui était vraiment... suffisant dans le commerce. Donc j'ai été voir des scientifiques. Alors là, ça a été un parcours du combattant, parce que évidemment, les laboratoires de recherche n'ont pas du tout les mêmes temporalités, les mêmes enjeux que la production. Donc c'est un croisement qui est assez difficile et qui fait que le temps de production est très long. Mais j'ai trouvé des laboratoires qui ont joué le jeu, d'abord en Belgique pour aller essayer de débroussailler, voir ce qu'il y avait dans la littérature sur le sujet, etc. Ensuite, j'ai été à Lille, à l'université de Lille, où j'ai trouvé des scientifiques spécialistes des EEG, voilà, qui m'ont dit leur avis et les options que je pouvais prendre sur le projet. Et puis finalement, le Labri à Bordeaux qui avec Myriam de Sainte-Catherine à l'époque, qui m'a dit, bah oui, nous,
on veut bien se lancer pour faire une proposition d'analyse des émotions. Effectivement, c'est ce qui est très intéressant actuellement à ce moment-là, mais en fait, ça l'est toujours. D'analyser les émotions, c'est quelque chose où on n'a pas de certitude, mais justement, ça nous crée une vraie dynamique de recherche. Et ça, pour moi, c'était très important qu'à la fois soit une dynamique artistique, une recherche de dispositifs cinématographiques innovants, mais en même temps que voilà, le projet Art Science veut vraiment dire quelque chose parce que ça provoque aussi pour les scientifiques un nouvel enjeu. Et puis ensuite, on est l'équipe IVC de Polytech Nantes aussi est intervenue sur le projet. Donc ça fait beaucoup de personnes à réunir et vous imaginez que ça prend un peu de temps. Et en plus, à chaque fois, on avançait un petit peu à l'aveugle, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on rencontre le Labri à Bordeaux, on n'était pas sûr d'arriver à la fin, quoi. C'était vraiment au fil de l'eau. Donc, qu'est-ce qui est intéressant comme capteur physiologique pour capter les émotions avec les EEG par rapport à d'autres capteurs physiologiques, parce qu'il en existe beaucoup, c'est qu'on peut avoir une valeur de valence. La plupart... et c'est ce qui est le plus avancé, entre guillemets, pour les scientifiques en termes d'analyse des émotions. Donc vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on peut obtenir, c'est donc l'arousal, le niveau d'excitation, et la valence, c'est une émotion positive ou négative, agréable ou désagréable. Voilà, je fais un peu ce mouvement parce qu'il y a ce côté attractif et au contraire, on n'a pas envie de s'approcher. Donc voilà ce que m'ont proposé les scientifiques. Alors j'étais un petit peu frustrée, mais en même temps, je me suis dit, je vais jouer ce jeu-là. Et je trouve que c'est bien, avec moi, mes intentions artistiques, d'avoir ce dialogue avec la science et voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc voilà, la roue des émotions. Donc vous voyez un petit peu ce que cadrent ces deux paramètres. Arousal, c'est l'excitation. Quand l'excitation monte et qu'on va vers la valence, on a la valence positive, on a excité, joyeux, plaisant. Quand on va vers le négatif et qu'on n'a pas du tout de niveau, le niveau d'excitation est très bas, on arrive à la tristesse, côté ensommeillé, ennuyé, etc. Donc finalement, avec ces deux paramètres, c'était à moi d'interpréter et de faire dans mon film en fait des variantes avec ces données émotionnelles. Alors j'en viens au film que vous allez voir tout à l'heure, donc le film neuro-interactif qui est pour salle, qui s'appelle Mademoiselle Paradis. Donc il s'agissait pour moi de créer un lien, bien sûr, entre le dispositif et le choix du sujet. Là, c'est l'histoire de Mesmer et Mademoiselle Paradis. Mesmer, c'est un médecin du XVIIIe siècle qu'on considère comme l'inventeur, enfin le pionnier en termes de pratique de l'hypnose médicale. Et qui va tenter de soigner Mademoiselle Paradis, qui est une jeune musicienne aveugle, mais en fait qui n'a aucun problème physiologique. C'est absolument pas ça qui l'empêche de voir. Donc probablement quelque chose de psychosomatique. Et pour moi, ce qui est important là, c'est que j'arrive proche de mon dispositif. Je suis dans le psychosomatique, c'est-à-dire les émotions qu'on capte avec des données physiologiques, des données du corps. Et puis Mesmer, il travaille beaucoup avec le magnétisme, donc des ondes, quelque chose qui est très fluide et qui est aussi invisible. Alors, cette histoire, elle est vraie, en fait. C'est une histoire dont on a le témoignage, à la fois par Mesmer et par le père de Mademoiselle Paradis, qui ne sont pas d'accord sur ce qui s'est passé. Mesmer a dû partir et quitter Vienne dans un scandale
totale, parce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais les parents étaient furieux et lui ont retiré leur fille en disant qu'il était un charlatan. Est-ce qu'il s'est passé plus que ça, moins que ça, pourquoi, etc. C'est ça qui m'a frappée dans cette histoire, c'est que y a un médecin qui essaye de soigner une jeune fille qui est considérée comme incurable, et tout d'un coup, les parents sont furieux, mais furieux émotionnellement avec un degré qui est assez étonnant. Donc, moi, ce que je vais faire dans ma proposition, c'est que je vais avoir plusieurs versions et je vais faire en sorte que mes personnages, donc là, en l'occurrence, pour la première bifurcation qui est importante, c'est Madame Paradis, la mère de la jeune fille, qui va avoir des réactions émotionnelles très différentes au cours d'une scène et qui vont nous délivrer, en fait, induire des indices de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est un peu l'écriture du scénario. Donc il y a un début, il y a 4 options qui se présentent à la première bifurcation. Ensuite, à la deuxième bifurcation, il y a 3 options qui se proposent et la fin est toujours la même. Ce que je vais proposer à partir de la première bifurcation et la réaction de la mère, c'est d'interpréter Valence plus, Arrosal plus, donc par la notion de désir de Madame Paradis, la Valence moins, Arrosal plus, sa colère, l'empathie et l'apathie. Donc je vais prendre ces 4 émotions à partir duquel je vais changer son comportement. Et la deuxième bifurcation, c'est un moment important, c'est le moment où Mademoiselle Paradis est mise sous hypnose par Mesmer. Et donc, j'ai décidé qu'il n'y aurait que 3 bifurcations parce que quand l'excitation était haute, en fait, on voyait tout émerge. Alors que quand elle est basse, si la valence est positive, ce sera des sentiments heureux, un imaginaire positif, éventuellement le désir pour Mesmer, le désir de recouvrer la vue, ces 2 désirs peuvent s'entremêler. Et puis en négatif, le souvenir traumatique qui émerge. Voilà, donc on peut se poser la question, est-ce Mesmer a eu une aventure avec sa malade, ce qui aurait provoqué la furie des parents, ou est-ce qu'il aurait découvert des choses qu'il n'aurait pas dû savoir sur cette histoire familiale? Alors, ça, c'est un petit peu plus scientifique. C'est ce que j'ai fait avec l'université de Nantes, parce qu'en fait, on pouvait analyser les émotions tout le long du film. Mais la question, c'est quand est-ce qu'on va prendre les données pour que ça ait un sens, pour ensuite provoquer les différentes variantes. Et la réponse a été le moment dans une image où, une scène où les personnes, alors c'est une réponse pragmatique, pas forcément dans le sens précis, mais où les spectateurs vont avoir des réactions émotionnelles les plus différentes possibles. Donc, c'est quelqu'un qui menait une thèse dans ce laboratoire, Romain Cordet, qui a travaillé, donc il a pris le film linéaire, il l'a fait voir à une cohorte de personnes. Et ce que vous voyez là, il a utilisé l'eye tracking. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Et donc, en fait, on peut savoir où va le regard en temps réel. C'est très amusant de voir ça. On voit le film et puis on voit le regard qui se promène du spectateur sur le film. Et chaque regard là, il est représenté par les petites pastilles que vous voyez. Et il a fait faire un maximum de visionnage. Et par exemple, là, dans cette image, on voit que quand même, c'est assez varié. Le regard n'est pas focalisé sur le même endroit. Et pour lui, ça veut dire que les spectateurs sont susceptibles d'avoir des émotions variées aussi. Voilà.
Donc j'en arrive au côté plus artistique avec Andrea Cera, qui est compositeur, qui a fait la musique du film, donc toute cette partie qui a été mixée, bien sûr, et cette partie live, parce que ce que vous pouvez commencer à comprendre, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est que le film il soit en quelque sorte vivant, variant, par rapport à un film linéaire, mixé, et mis en boîte. Donc, il a réalisé, il a utilisé l'harmonica de verre beaucoup dans la musique, parce que c'était un instrument qu'utilisait Mesmer pour mettre ces malades en état de transe. Et puis, on a eu l'idée de faire une sorte de chœur d'interacteurs. Donc, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure, où les émotions des spectateurs interacteurs, spectateurs, il y a un terme pour ça, vont devenir sonores et vont former une sorte de chœur comme ça au niveau dans la salle. Alors le lancement a été, donc je vous disais en 2014 au Frénois, c'est la première version. Alors le déroulement d'une séance à l'époque, donc vous voyez que c'était des capteurs physiologiques qu'il fallait humidifier pour mettre sur la tête et pour capter l'électricité humaine. On devait calibrer aussi parce que chaque crâne a des variations parce qu'on n'aimait pas au même niveau, on n'est pas fait pareil. Donc il y a une partie que vous verrez aussi tout à l'heure, une partie de calibration où en fait on montre des images. Alors nous on est passé à des sons maintenant, mais là c'était dans le premier prototype des images du système IAPS, donc un système américain de psychologues qui ont mis au point, en fait, selon cette fameuse roue des émotions, donc arousal, plus, moins, valence négative, valence positive, ils ont classé des images qu'ils ont montré à des cohortes très importantes de personnes pour avoir un degré d'arousal et de valence émotionnelle. Et ce que nous, on fait, c'est qu'on montrait les images à nos spectateurs, interacteurs, et qu'en fonction, voilà, on vérifiait que leur signal personnel correspondait aux images qu'on leur présente. Ça, c'est la première représentation. Donc, on voit que j'avais mis sur des écrans connexes. On avait en temps réel le niveau d'excitation, le niveau de valence. C'est un peu la question du feedback, parce que dans toute narration interactive, la question du feedback, elle est très importante, qu'on soit conscient de ce qu'on provoque. Et là, c'est d'autant plus compliqué que c'est quelque chose vraiment. Non seulement on n'en est pas conscient parce qu'on ne sait pas trop, même ses propres émotions, on a du mal à en être vraiment conscient en temps réel, mais en plus c'est quelque chose qui nous échappe complètement et qui est invisible. Donc c'était d'autant plus important que les personnes se rendent compte de leur signal, de l'évolution de leurs émotions et leur impact sur le film. Donc voilà, on a fait des petites résidences. Là, à gauche, c'est une gravure qui représente Mesmer avec ses malades. Et ça m'amusait un petit peu parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez cinématographique finalement dans sa posture et dans ce que peuvent projeter finalement les spectateurs vis-à-vis de ses capacités pour les guérir. Donc voilà, après on a cherché d'autres façons de faire les feedbacks, toujours avec des écrans connexes. Et puis par exemple là c'était le spectateur de droite, il n'y avait que 2 spectateurs à l'époque. Si l'écran à droite représentait la scène en cours, ça voulait dire que c'était lui qui avait choisi la version, enfin choisi entre guillemets, puisque ça lui échappe, c'est involontaire, hein, on est dans l'interaction involontaire.
Voilà. Et le cinéma émotif 2.0, c'est celui que vous allez voir. En fait, je dois remercier Jean-Jacques Gay, qui était le directeur du festival Access à Pau, qui m'a demandé de montrer le cinéma émotif. Et je lui ai dit, je suis vraiment désolée, mais tout est obsolète, il n'y a plus rien qui marche. Donc, rebelote, on est reparti à rechercher des financements pour... voilà, donc c'est aussi la difficulté des projets comme ça, hein, c'est que la viabilité, elle n'est pas très très longue. Mais on est reparti avec on a abandonné les casques époque qui étaient plus tellement valables pour des tas de raisons. Donc c'est une société qui s'appelle Mentalista, qui est une start-up à Paris, qui a créé ces cagoules sur mesure, qui a aussi mis en place, ça c'est intéressant, un système qui a développé un système d'hyperscanning qui permet très facilement de récolter des données de façon simultanée de plein d'utilisateurs. Donc là, nous, pour l'instant, on n'en a que 4 pour des raisons financières, bien sûr. Mais si on avait la possibilité de développer pour une salle entière, eux, ils sont capables de traiter les données en direct. Et puis, on a refait une analyse des émotions avec le Labri, le Scream à l'Université de Bordeaux. On a changé la calibration par le son parce qu'on a trouvé que les images, elles étaient un peu datées. Donc, au niveau du son, ça correspondait plus à notre époque. Et puis, moi, j'ai essayé d'apporter des variations. Ah oui, là, c'est le script aussi, c'est le logiciel OCS-Core qui est développé par le Labri, qui est un peu un équivalent de MaxMSP et qui peut orchestrer tous les sons, les envoyer, les images, tout ça, puisqu'il faut à chaque fois réceptionner les données pour envoyer la version. Enfin voilà, donc c'est tout un système. Donc, on a pu utiliser le logiciel qu'ils ont développé. C'était important pour eux. Moi, j'ai réfléchi sur les feedbacks. J'ai essayé de les rendre... Déjà, tout mettre sur le même écran, parce que quand on est en salle, avoir des écrans connexes, c'est un peu compliqué. En plus, si on multiplie le nombre d'utilisateurs, ça fait beaucoup d'écrans sur les côtés. Donc, j'ai essayé de rassembler tout sur l'écran principal, ce qui n'était pas ce que je voulais au début. Je voulais garder un peu le film vierge de tout. Mais finalement, c'était pas une bonne idée d'un point de vue pratique. Donc, j'ai installé ces petits carrés rectangles lumineux qui correspondent en temps réel aux émotions de chaque spectateur. Donc, plus ça va vers le jaune, plus c'est positif, plus ça va vers le bleu, plus c'est négatif. Puis il y a aussi la luminosité qui est plus ou moins importante en fonction du niveau d'excitation. Voilà. Et puis la perception des bifurcations, ça a été vraiment une question au fur et à mesure de l'expérimentation avec les spectateurs. Je me suis aperçue qu'ils étaient vraiment un petit peu frustrés de dire oui, mais l'autre version, c'est quoi voilà. Et donc l'idée, c'est de rendre un petit peu plus visibles les différentes variantes, je veux dire. Donc en utilisant un split screen au moment où la version est choisie la version se lance. Voilà. La deuxième bifurcation dans le même esprit. Voilà, donc on est sorti en résidence, c'est assez récent, en novembre 2024. Festival Access, sortie de résidence. Et puis la première à Zebrastrat à Gand en février 2025. Donc ça va être aujourd'hui la 3e fois qu'on présente cette deuxième version du cinéma émotif. Voilà. Juste pour les lieux de présentation, en fait idéalement c'est un cinéma, parce que pour moi c'est vraiment une œuvre cinématographique, mais vous voyez qu'on s'adapte un peu à tous les lieux. On a à la fois un mix 5.1 et à la fois une version stéréo qui nous permet d'être souple et de nous adapter. Voilà, je vous remercie. Il y
n'y avait rien qui était vraiment suffisant de broussailler, voir ce qu'il y avait dans la littérature sur le sujet, etc. Leur attitude, les décors du film et les thèmes du film aussi. Mais ça, c'est des éléments que nous, on va arriver à